Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à votre émission, le jury du dimanche, iRadio, ITV, qui a le plaisir de recevoir Guy-Marie Sagna. Il est membre du mouvement FRAPP et de la plateforme Ñoo Lank Ñoo Bañ dans le cadre de la lutte contre la hausse du prix de l'électricité il y a quelque temps. Bonjour Guy-Marie Sagna. Bonjour Mamoudi Ibra Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. GMS, ses initiales sont très digitales. Guy-Marie Sagna, un opposant, un activiste, un lanceur d'alerte, un nationaliste, un altermondialiste, un syndicaliste, peut-être tout cela à la fois, tant il donne l'impression d'être engagé sur tous les fronts. On le qualifie aussi d'anti-français notoire. Il répondra à cette interpellation. En effet, du côté de Paris, il serait en bonne place sur la shortlist ou liste noire, en tout cas sur une liste d'activistes africains qui ne porteraient pas la France dans leur cœur. Guy-Marie Sagna, Kémi Séba, Salif Keïta, vous avez dû relever la rime, formerait le trio de têtes ou les têtes dures du dégagisme français. France dégage, ce mot d'ordre est souvent accordé ou accolé au mouvement FRAPP dont GMS est un de ses membres les plus en vue. Celui qui a bénéficié le 4 mars dernier d'une liberté provisoire à la suite d'une manifestation devant le palais présidentiel est donc l'invité de ce jury du dimanche. Il m'a même dit qu'il était sous le coup de 2 libertés provisoires. Première question, Guy-Marie Sagna, avant d'aller plus loin. Qui est Guy-Marie Sagna, si vous aviez à vous définir, à vous présenter? Un Africain du Sénégal qui est révolutionnaire anti-impérialiste et panafricain. Révolutionnaire. Absolument. Ah oui? Parce que nous estimons que le monde doit changer de base. L'Afrique principalement doit changer de base. La base sur laquelle se trouve l'Afrique pourrait être résumée dans les propos du poète, de l'enfer des pauvres est fait le paradis des riches. Il y a une division internationale du travail qui fait des pays africains, du continent africain, un pays réservoir de matières premières et marché des produits finis des pays capitalistes. Nous estimons que cette oppression, cette domination, cette exploitation n'a que trop duré et que nous voulons pour les peuples africains le bonheur, le travail, le développement, la sortie du sous-développement. Révolté ou révolutionnaire? Révolutionnaire. Du genre Thomas Sankara, Nelson Mandela ou... La liste... Est-ce que vous avez une référence? La liste peut être très longue. Je peux commencer par Lamine Ibrahima Arfan Senghor. Je peux commencer par les doyens du PAI. Je peux commencer par Biran Gaye Hassan Samb. Je peux continuer la liste avec les Cheikh Anta Diop. Je peux remonter plus loin en parlant de Aline Sitoé Diatta, de Yacine Boubou. Je peux parler de Baye Niasse qui disait l'Afrique aux Africains. Je peux parler également de Cheikh Ahmadou Bamba. On peut sortir du Sénégal et parler des Lumumba, des Sankara, de Cabral, etc. Alors, on vous qualifie d'anti-français, vrai ou faux? Je suis un anti-impérialiste. Les membres du FRAPP sont des militants anti-impérialistes. Ce n'est pas la même chose. Parce que nous estimons que le peuple français est un peuple opprimé, comme le peuple italien, grec, même états-unien, opprimé comme les peuples africains, opprimé par le même système capitaliste, qui opprime ses peuples et ses travailleurs au centre du système, pour parler comme Samir Amin, mais qui opprime également les peuples de la périphérie, comme les peuples africains. Nous n'avons aucune haine. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons avoir aucune haine pour les peuples français, italiens, allemands ou brésiliens, etc., qui sont victimes de la même oppression, même si la nôtre est beaucoup plus radicale et beaucoup plus violente. Mieux, à l'endroit de ces peuples français, états-uniens, allemands, espagnols ou autres, nous avons de la solidarité, de l'internationalisme, parce que nous sommes opprimés par le même système. Par contre, nous sommes anti-impérialistes. Nous sommes opposés à la politique africaine de la France, opposés à la politique états-unienne de la France, à la politique allemande ou même européenne de l'Afrique. Parce que toutes ces politiques-là sont des politiques impérialistes de rapine, de domination et d'exploitation. Pourquoi nous avons dit France dégage? Parce que tout simplement,
le FRAPP a plusieurs campagnes, dont la première est intitulée « Pour la souveraineté monétaire, France dégage ». C'est-à-dire que si vous dites seulement « France dégage », vous ne comprendriez pas. Mais si vous dites le nom de la campagne totalement, pour la souveraineté monétaire France dégage, vous comprendriez que ce n'est pas la Chine qui se trouve dans les conseils d'administration des banques centrales en Afrique. Ce n'est pas la Chine qui détient nos réserves de change. Ce n'est pas la Chine qui a dit la dévaluation, c'est moi, comme Édouard Balladur l'a dit en 1994 en disant la dévaluation, c'est moi. Ce n'est pas également les États-Unis ou l'Allemagne. C'est pour ça, si nous voulons décoloniser le franc CFA, nous devons la décoloniser de l'impérialiste qui se trouve dans le franc CFA, et cet impérialiste s'appelle État français. Mais qu'est-ce que ça vous fait quand on dit que vous figureriez sur une shortlist ou blacklist, je ne sais pas comment le dire, d'Africains qui seraient des anti-français, qui alimenteraient le sentiment anti-français? Cela me laisse indifférent, cela me laisse de marbre. À la limite, cela me réconforte parce que, comme disait un de nos illustres aînés, quand l'impérialisme dit du bien de vous, sachez que vous n'êtes plus digne de confiance. C'est aussi simple que cela. Si l'impérialisme français disait du bien de ma personne, sachez que je ne suis tout simplement qu'un de ses fidèles alliés. Alors, par contre, oui, il faut également le prendre comme cela se doit. Je rappelle que nos dignes prédécesseurs ont quasiment presque tous été assassinés. Parce que tout simplement, ils ne voulaient pas, l'impérialisme ne voulait pas d'une Afrique libre, souveraine, indépendante. D'ailleurs, c'est pourquoi je trouve hypocrite quand des dirigeants occidentaux se mettent à pleurnicher en disant oui, c'est ça l'Afrique, mais cette Afrique-là, c'est le résultat de leur politique d'extermination, de ceux qui avaient un autre projet pour l'Afrique, de ceux qui auraient bâti une Afrique autre que celle-ci s'ils n'avaient pas été assassinés. Donc cette Afrique-là, c'est le résultat de leur politique assassine, meurtrière contre les dignes filles et fils de ce pays en mésalliance avec nos bourgeoisies africaines soumises, collaboratrices et qui ont pour nous Ouattara, Ibeka, président Macky Sall, etc. Quand vous dites « je suis un anti-impérialiste et même un révolutionnaire », cela correspond à quoi aujourd'hui en termes d'engagement, en termes de combat concret sur le terrain? Essentiellement deux choses. Militer pour la sortie de l'Afrique de l'impérialisme, c'est-à-dire de la domination. Aujourd'hui, les pays africains, le continent africain, est sous la coupole des politiques du FMI et de la Banque mondiale. Or, nous savons tous que le FMI et la Banque mondiale n'ont jamais développé aucun pays. Bien au contraire, le FMI et la Banque mondiale sont des instruments des puissances capitalistes pour mieux assouvir leurs intérêts égoïstes. Mais également, la présence militaire étrangère qui n'est là en fait que pour garantir leur accès en Afrique à nos ressources, d'accord, mais garantir également nos pays comme marché de leurs produits finis. Mais aussi une révolution qui dit clairement que aucun pays au monde ne peut se développer sans, c'est vrai, maîtriser son budget, d'où FMI et Banque mondiale hors d'Afrique, mais d'où également la souveraineté monétaire pleine et entière. Parce que une révolution, c'est aussi une force de proposition. Oui. Est-ce que ce n'est pas votre talon d'Achille, votre point faible? Absolument pas. Il y a deux temps. Le premier temps, c'est le temps de l'éveil des consciences, de la sensibilisation de notre peuple, que le mal de l'Afrique, c'est le néocolonialisme, c'est l'impérialisme. Bien sûr, avec la responsabilité pleine et entière de nos bourgeoisies bureaucratiques qui servent les intérêts de l'impérialisme. Le deuxième temps, d'accord, ne peut arriver, c'est-à-dire le temps de la révolution, ne peut arriver tant qu'on n'a pas une masse critique de citoyens africains qui comprennent que on aura beau alterner les présidents, on aura beau, d'accord, avoir une succession d'alternances, si ces successions d'alternances-là n'induisent pas une alternative, donc une sortie de l'impérialisme, ça ne sert à rien. Le deuxième temps, c'est celui dont vous parlez, qui est celui de la proposition. Mais vous êtes absent sur ce terrain. Ça peut se comprendre d'une certaine mesure, encore que je ne partagerai pas totalement votre point de vue. Comme je le dis, d'abord, le FRAPP n'est pas un parti politique.
Du coup, le FRAPP ne va pas à des élections pour présenter des candidats. C'est pourquoi peut-être vous entendrez plutôt d'autres lors des campagnes électorales plutôt que nous. Deuxièmement, comme je l'ai répété à satiété, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité des citoyens africains sont en fait sous la coupole des hommes et des femmes politiques en fait classiques et sont dans le Doudou Mokoyor, Fatou Mokoyor, c'est-à-dire dans une politique qui idéalise, messianise des personnes et non mettre au cœur, justement, c'est pour ça que le FRAPP a été créé, mettre au cœur du débat politique, économique et social les questions de souveraineté. Maintenant, en disant non aux APE, automatiquement, nous voyons en réalité quelle est l'alternative. Quand nous disons non aux APE, nous disons aussi que Domireo, Moy Tabakreo, c'est-à-dire que ce sont les fils et filles du continent qu'il faut mettre en avant, qu'il faut renforcer et non taillader notre pays, le partager et le donner tel quel aux différents impérialismes. Donc quand nous disons non à l'impérialisme, nous disons clairement qu'il faut une politique qui soit à la fois patriotique, patriotisme économique, mais également panafricain, parce que le projet d'un Sénégal qui sorte du sous-développement s'articule nécessairement pour être durable au projet d'un gouvernement fédéral africain. Guy Marius Sagna est l'invité du jury du dimanche. L'émotion est quasi planétaire à l'image de la pandémie du Covid-19 avec la mort aux États-Unis d'Amérique de George Floyd, tué par un policier blanc qui a étouffé sa victime à l'aide de son genou jusqu'au dernier souffle. Des manifestations de protestation sont organisées sur l'ensemble du territoire américain et dans certains pays occidentaux même. En Afrique, aucune protestation n'a été enregistrée, sinon très peu. Cette situation n'est-elle pas paradoxale compte tenu des liens de sang entre le continent et sa diaspora ou la diaspora afro-américaine? Le FRAPP travaille depuis plusieurs jours avec d'autres organisations, vous le découvrirez dans les prochaines heures, à bâtir un front au Sénégal et en Afrique, un front qui puisse avoir une réaction massive face à ce dont vous parliez tout à l'heure, à savoir... Vous avez organisé des manifestations? Nous sommes en train d'échanger, de discuter autour d'abord d'un appel, ensuite au-delà de l'appel, des manifestations, parce que non seulement George Floyd, effectivement, a été assassiné, victime d'un système raciste, mais nous penserons aussi, je pense aussi, que les Afro-Américains aux États-Unis sont en danger si nous laissons, si rien n'est fait face en fait à ce que dit Donald Trump, qui menace même de faire sortir la garde nationale, alors qu'en réalité c'est le système qui est en cause, un système ségrégationniste, un système raciste. Parce que la question de fond, au-delà de George Floyd, c'est que nous avons des Afro-Américains qui ne sont que 13% de la population, mais qui constituent au moins 40% des prisonniers aux États-Unis. C'est tout simplement incroyable. Oui, mais au-delà de ce constat, c'est quand même ce qui s'est passé. Il y a une sorte de timidité dans les réactions en Afrique, d'où la question de Zal Salif Ndiaye. Quelle analyse faites-vous du silence de beaucoup de nos dirigeants face à la mort de l'Afro-Américain George Floyd? Une question Facebook. Elle est double. La cause est au moins double. La première, c'est que, et je suis d'accord qu'il faut protester contre le silence quasi général de nos élus, qui étaient si prompts à dire « je suis Charlie » et qui se font attendre, qui ne disent pas « je suis George Floyd ». Mais c'est dû à deux choses. Premièrement, les Africains, si je peux m'exprimer ainsi, ils ont leur George Floyd. Au Sénégal, nous avons eu l'assassinat des Pape Sarr, des Eliman Touré, des Abdoulaye Timera, des Seck Ndiaye, assassinés par des policiers. C'est-à-dire que les forces de défense et de sécurité en Afrique, et particulièrement au Sénégal, sont structurellement violentes. Et donc, je comprends le malaise d'un président comme Macky Sall devant ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'on lui dira, mais pourquoi est-ce que vous n'avez jamais rien dit, vous n'avez jamais rien fait? Des familles victimes de violences policières sont au Sénégal, vous n'avez jamais fait de déclaration, mais des familles courent depuis des années derrière juste la vérité, derrière des décisions de justice. Ça, c'est la première raison. Il a dit qu'il vivait un malaise.
j'estime que s'il est un être humain comme il faut, de chair et de sang, il doit avoir un malaise. Le malaise, c'est que son peuple lui dise « Ok, vous avez peut-être raison, nous vous attendions à ce que vous disiez je suis George Floyd, mais que pensez-vous de Elimane Touré, mort au commissariat du port? Que pensez-vous de Pape Sarr, torturé jusqu'à la mort alors que le Sénégal a signé des conventions contre la torture ?» Mais est-ce que vous, activistes aussi, vous n'avez pas une responsabilité dans cette timidité aussi qui est constatée? J'en viens. La deuxième raison pour laquelle nos présidents ne parlent pas, c'est qu'en fait, ils sont soumis à l'impérialisme. Ils ont peur, d'accord, de ce que Donald Trump, de ce que les États-Unis pourraient faire, d'accord, comme réponse si jamais ils avaient à se prononcer, d'accord, dans ces affaires-là. Alors, mais l'Union africaine a quand même condamné ce qui s'est passé aux États-Unis, n'est-ce pas? Une timidité ou un silence quasi général. Oui. Parce que, mis à part l'Union africaine et même la CEDEAO, vous avez vu le communiqué de la CEDEAO, justement? C'est un communiqué qui dit, vu la démocratie des États-Unis, nous pensons que, or, franchement, la démocratie des États-Unis, c'est comme le rêve américain. Et vous, il faut être endormi pour y croire. Quand je dis vous, justement, cette jeunesse qui est de plus en plus activiste au fond du combat, comme vous le dites. Pour ce qui nous concerne, comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler avec d'autres organisations. Dans les heures prochaines, vous verrez les réactions. Et je pense que peu importe l'état d'urgence, peu importe le couvre-feu, nous poserons des actes en solidarité avec nos frères et sœurs des États-Unis. C'est vrai, on allait l'oublier, les rassemblements sont toujours interdits. Et donc, vous avez une autre raison pour laquelle peut-être les peuples africains sont un peu timides, parce que les néocolonies africaines sont beaucoup plus violentes en termes de répression qu'une France ou l'Allemagne, quand en fait les citoyens bravent les couvre-feux et les états d'urgence. Mais nous estimons que entre l'Union africaine ne peut pas considérer la diaspora comme sa 6e région et ne rien faire et ne rien dire face à cela. C'est pourquoi il convient de réunir ce qui a été séparé par l'esclavage. Et réunir ce qui a été séparé par l'esclavage, c'est aussi montrer, nous, Africains, que nous sommes ici, solidaires, déterminés, d'accord, face à la répression au racisme dont sont victimes nos frères et sœurs afro-américains. Guy Marius Sagna, invité du jury du dimanche, je rappelle qu'il est membre du mouvement FRAPP, mais aussi de la plateforme Nyolank. Des questions qui vous sont posées et nous écoutons ces quelques Sénégalais. Bonjour Mamadou, bonjour Guy Marius Sagna. L'on note que vous avez fait beaucoup de prisons durant le régime de Macky Sall. Pensez-vous que vous êtes un incompris ou bien vous êtes trop émotif? Merci. Bonjour Mamadou, bonjour Guy Marius Sagna. Quelle note donnerez-vous à Macky sur sa gestion de la pandémie? Après 3 mois de mesures, pensez-vous que le régime tâtonne un peu? Bonjour Monsieur Sagna, quelle relation avez-vous avec Monsieur Ousmane Sonko? Pensez-vous que Sonko, militant anti-système, est un produit du système? Il y a une question sur la gestion de la pandémie, nous y reviendrons, mais les deux autres sont quelque peu liés. Pensez-vous que vous êtes un incompris ou un émotif, et l'autre qui vous demande vos relations avec Ousmane Sonko? Je pense tout simplement que le FRAPP est en train de mener un travail depuis plusieurs années, et aujourd'hui, de jour en jour, nous voyons beaucoup plus de citoyens africains et sénégalais qui comprennent les défis et les enjeux de notre temps, qui comprennent que les questions de souveraineté sont devenues une question centrale. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, la jeunesse africaine ne s'intéressait pas autant aux questions comme le franc CFA, les accords de partenariat économique, et que donc nous sommes loin d'être des incompris, mais bien sûr, il y a un travail à mener dans les marchés, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, etc., pour conscientiser et éveiller nos peuples. Alors, l'autre question, c'était ma relation avec Ousmane Sonko. Alors, justement, ça permet peut-être de revenir quelque peu sur une des préoccupations que vous avez évoquées précédemment. Nous pensons que, en fait, nous nous battons sur des questions, je l'ai dit, comme le franc CFA, comme les APE, comme les accords de Cotonou, etc., les accords de pêche, etc. Nous estimons qu'il faut transformer structurellement notre continent et notre pays.
quand il y a des candidats qui disent, qui ont comme projet de sortir du franc CFA, qui ont comme projet de sortir en fait de l'impérialisme, quelle devrait être notre attitude? Nous estimons tout simplement que nous ne pouvons pas nous faire gazer, matraquer, emprisonner pendant 5 ans et que le jour des élections, que nous soyons, disons, neutres entre guillemets. Nous pensons tout simplement qu'il y a 2 manières de prendre le pouvoir. C'est par la violence ou par les urnes. Aujourd'hui, c'est par les urnes. Ça veut dire donc qu'il faut voir le meilleur candidat. Et j'ai estimé... Vous avez soutenu Ousmane Sonko. J'ai estimé... Êtes-vous pour autant un militant? Je ne suis pas membre de PASTEF. Je ne suis pas membre de PASTEF. J'ai été le directeur... Vous l'avez soutenu à quel titre? J'ai été le directeur de campagne de la coalition Ndawi Askanui, qui a fait de Sonko un député. Je suis membre de Yono Askanui, que vous devez en fait connaître, qui est en coalition, qui était membre, voilà, oui. Qui est membre de la coalition Ndawi Askanui. Et donc c'est à ce titre que j'étais directeur de campagne de la coalition. Et je n'ai aucun regret d'avoir contribué à propulser Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. J'estime même que nous devrions avoir 20, 30, 40, 50 Ousmane Sonko. J'ai été aussi membre de la coalition qui avait comme candidat Ousmane Sonko à la dernière élection présidentielle, parce que j'estime tout simplement qu'une femme et un homme politique, c'est un discours et un parcours. Et le discours et le parcours d'Ousmane Sonko sont discours et parcours d'une alternative, d'une autre Afrique, celle dont nous avons cruellement besoin. Le deuxième temps de la question de la compatriote, c'est de dire, est-ce qu'Ousmane Sonko, tout en se définissant comme un anti-système, n'est pas un produit du système? Vous savez, c'est dans la pourriture que germent les nouvelles pousses. Donc il ne faudrait pas s'étonner que, en fait, un système oppresseur génère ou donne naissance à ce qui va le terrasser. Donc ça, c'est la loi de la vie, c'est la loi même de la nature, tout simplement. Donc ce n'est pas étonnant que, comme d'autres systèmes, en Afrique et ailleurs dans le monde, qu'un système oppresseur fourbisse en fait les armes qui vont le détruire. J'espère tout simplement, en tout cas, que Ousmane Sonko et tous les autres antisystèmes créés en fait par l'actuel régime vont avoir raison un jour en terrassant ce néocolonialisme, cet impérialisme. Parlons maintenant de la gestion de la pandémie due ou de la Covid-19. Cela fait 3 mois que le Sénégal vit cette maladie, partie de la Chine et qui a pratiquement infesté, touché toute la planète. Il y a une question qui vous dit, quelle note donneriez-vous au gouvernement de sa gestion de la pandémie? Je ne sais pas, je dirais tout simplement qu'il y a trop de corona-comédie. Il y a un business de la peur, un marketing de la peur qui est entretenu. Parce que Mamadou Ibra Kane, tenez-vous bien que nous sommes à 45 décès. 47 décès. Oui. C'est beaucoup, c'est trop. Mais ça fait 90 jours donc qu'il y a le coronavirus. Et en 90 jours, il y a eu 360 femmes sénégalaises qui sont mortes d'une grossesse ou des suites d'une grossesse. 45 décès du coronavirus, c'est beaucoup. Mais pourquoi ne parlons-nous pas des 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse? 360 mortes, justement. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Devrions-nous même parler de fête quand il y a 4 femmes qui meurent tous les jours au Sénégal d'une grossesse ou des suites d'une grossesse? Pouvons-nous parler de fête des mères quand il y a tous les jours, Mamadou Ibra Kane, 61 enfants de moins de 5 ans qui meurent de maladies aussi bénignes que les infections respiratoires aiguës, les diarrhées, le palu? 61 enfants. Multipliez ça à 90. C'est énorme. Je crois que ça tourne autour de 5400. Oui, j'incite encore notre peuple à respecter les consignes sanitaires et les consignes administratives. Vous êtes venu avec votre masque? Absolument. Oui. Je ne sors jamais sans. Oui. Et il est où d'ailleurs votre masque? Oui. Il faut que vous donniez la preuve au public que vous avez votre masque. Oui. Moi, j'en ai aussi. Voilà. Bon, donc, on peut leur dire radio sans faire de la publicité, voilà. mais sérieusement, c'est important, vous mettez votre masque quand même. Vous croyez en l'existence de cette pandémie. Cela fait 3 mois qu'elle affecte le Sénégal. Personnellement, oui. Mais je dis tout simplement... Oui, quel est votre avis sur la gestion de cette maladie? C'est ce que je dis. Oui. Je dis tout simplement
que sa dangerosité, en tout cas en Afrique et au Sénégal en particulier, est largement exagérée pour des raisons bien claires. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ce que j'aurais voulu qu'on fasse, c'est que déjà le président Macky Sall se rappelle qu'il est dans une guerre sanitaire et non une guerre contre la faim. Rappelez-vous ce qui s'est passé au départ. Il s'est montré avec des montagnes de riz, comme si nous étions en période de famine. Rappelez-vous également ce qu'il a fait. Il a demandé une loi d'habilitation pour concentrer énormément de pouvoir. Mais à guerre sanitaire, à état d'urgence sanitaire, réponse sanitaire et sociale, pas des réponses policières. Quelle est la première mesure qu'il a prise? Le fait qu'on n'ait pas peut-être des cas par dizaines de milliers et peut-être le nombre de morts aussi, comme on en a vu ailleurs, est-ce que ce n'est pas le résultat aussi d'une gestion qui peut être quand même saluée? C'est une question. Non, Mamadou Ibra Kane, je suis bien placé pour savoir qu'au Sénégal, nous avons allé un infirmier pour 8000 habitants au lieu d'un infirmier pour 300 habitants. Je suis bien placé pour savoir que nous avons au Sénégal des hôpitaux qui polarisent 542 000 habitants, alors que la norme de l'OMS, c'est un hôpital pour 150 000 habitants. Ça veut dire que si nos hôpitaux étaient des bateaux, ils auraient coulé beaucoup plus rapidement que le bateau le Joola. Donc, absolument pas. Ce qu'il y a. Le bilan de la gestion de cette pandémie est positif ou négatif? Deux choses. Oui. Ce qu'il y a, c'est que tout simplement, nous, Africains, pour plusieurs raisons, notamment scientifiques, nous sommes moins vulnérables à la pandémie qu'ailleurs. Donc, il ne faudrait pas, d'accord, jouer sur la conscience des citoyens sénégalais en leur faisant croire en la force d'un système qui est en fait à terre. Nous n'avons pas un système de santé. Le bilan est positif ou négatif? Le bilan, je salue fortement notre personnel de santé qui se donne depuis 3 mois. Et le peu qu'on a, on le leur doit. Je salue également les forces de défense et de sécurité dont le volume horaire a augmenté à cause du couvre-feu et malheureusement, certains n'ont reçu que 100 francs par jour, les fameux 7100 francs de motivation, alors qu'au même moment, et c'est là où gît le lièvre, le président Macky Sall utilise cette pandémie pour enrichir ses amis. Le président Macky Sall utilise cette pandémie pour restreindre les libertés. La première chose qu'il a faite, c'est de dire plus de rassemblements privés et publics. Et je vous assure, Mamadou, ce sera la dernière mesure qu'il va lever. Parce que le président Macky Sall a la hantise des marches et des sittings. Et en réalité, et je termine par ça, la seule chose qui reste de l'état d'urgence, c'est les interdictions de marche et de sitting. C'est ça la vérité. Il n'y a plus rien d'autre. Oui, mais est-ce que ce n'est pas ce qui se passe partout ailleurs? Même s'il y a du forcing, certains manifestent, mais ce qui se passe partout ailleurs, c'est que les rassemblements avec un certain nombre de personnes sont interdits quand même. Nous attendions du président Macky Sall qu'il fasse comme en 2012. En 2012, quand il a été élu, au mois de septembre, il a supprimé le Sénat sous prétexte qu'il avait besoin des 7 milliards du Sénat pour lutter contre les inondations. Aujourd'hui, les Sénégalais ont beaucoup plus peur qu'en 2012. Pourquoi est-ce qu'il y a encore le HCCT? Pourquoi il y a encore le Conseil économique, social et environnemental? L'État du Sénégal aurait dû doter tous les citoyens de masques lavables suffisants. Au lieu de cela, qu'a-t-on vu? Il a utilisé les 16 millions de signatures des Sénégalais qui lui ont été données pour signer un décret, pour enrichir, pour partager en fait les deniers publics de ce pays-là de manière indue. Voilà le bilan du président Macky Sall. C'est-à-dire que ces travers qu'on lui connaissait avant, il les a maintenus, il les a renforcés. Donc il n'y a rien à attendre malheureusement du président Macky Sall. Et la Covid ou le Covid-19, comme vous disiez, a donné à tous les peuples de la planète Terre plusieurs messages. À nous, Africains, à nous, Sénégalais, de décoder ces messages. De mon point de vue, ces messages ont pour nom nécessité d'une souveraineté sanitaire, nécessité d'une souveraineté en réalité pharmaceutique, etc. Nécessité d'une souveraineté alimentaire. Parce que vous avez vu, même la France a dit je n'exporte plus ces médicaments-là. Même la Turquie, demandez à nos commerçants. Ils vous disent qu'ils n'arrivent plus à avoir suffisamment de produits alimentaires parce que ces pays-là leur disent
dise, ah non, 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 on en garde, on en stocke pour nos pays. C'est ça les messages qu'il faut retenir. Et donc aujourd'hui, plus que jamais, il y a une urgence de déconnexion du système impérialiste. Très bien, on parlera des mesures économiques et sociales, et surtout de la post-crise tout à l'heure, mais on a quand même entendu le personnel médical, puisque vous étiez en train de saluer sa bravoure, dire qu'il est stressé avec déjà ces mesures d'assouplissement. Et on a vu des citoyens défier, presque pousser le gouvernement à prendre un certain nombre de mesures, peut-être qui ne sont pas forcément salutaires. Est-ce qu'aussi, quelque part, il n'y a pas un comportement citoyen, au-delà peut-être de la position des uns et des autres, vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis d'une autre entité? Si la jeunesse de notre pays est indisciplinée, que dire de ces dirigeants qui jouent avec les deniers publics de ce pays? Que dire avec ces dirigeants qui dépècent nos terres, y compris le foncier du littoral? Que dire de ces dirigeants qui n'éprouvent même pas de gêne à se partager le carburant de nos hôpitaux? Vous savez, Mamadou Ibra Kane, il faudrait que le président Macky Sall lise, si je ne m'abuse, Plotin, une âme et devient que ce qu'elle contemple. Qu'est-ce que la jeunesse africaine contemple? Les Biya, les Bongo, les Eyadema, les Macky Sall? C'est ce que la jeunesse de notre continent contemple. Et ce ne sont pas des modèles. Maintenant, le FRAPP a milité, avait averti le président Macky Sall en lui disant il faut très rapidement une reprise des activités économiques, sociales et religieuses. Parce que notre peuple ne pourra pas accepter longtemps cette situation-là. Mais une reprise avec des mesures d'accompagnement sérieuses. Parce qu'en réalité, le président Macky Sall a dit aux citoyens sénégalais, l'ouaï, c'est-à-dire que chacun pour soi, Dieu pour tous. Pardon, mais il n'y a pas eu de mesures sérieuses d'accompagnement. Et par mesures sérieuses... Il y a quand même comment on appelle le plan de résilience, de riposte, donc de résilience face à cette crise avec la force Covid-19 de 1000 milliards, de 1000 milliards de francs CFA. Avec tout à l'heure, vous faisiez allusion à la distribution de vivres et également d'autres mesures. Vous pensez que c'est des mesures qui ne sont pas pertinentes? Comment pouvez-vous comprendre qu'un État dise à ses citoyens que celui qui ne porte pas le masque payera 6 000 francs? Il paraît même que dans les prochains jours, ça va passer à 20 000 francs. Et ce même État n'est pas capable de doter ses citoyens de masques. Où sont les 1 million de masques dont on avait parlé? Avez-vous vu les traces de ces masques? Non. Vous en doutez? En tout cas... On voit quand même un peu partout les gens porter des masques. Absolument, parce que justement, et c'est là aussi où il faut saluer les tailleurs et tous les autres citoyens de ce pays, parce qu'ils ont... Oui, mais ces tailleurs, il a fallu les organiser. Non. Est-ce que ce n'est pas du nihilisme là? Mais le masque là que j'ai m'a été offert. Oui. J'ai reçu une dizaine ou une vingtaine d'autres masques de tailleurs qui me les ont donnés. Je vous assure que ces tailleurs-là ont pris des initiatives. Et bien sûr, après, il y a eu les associations, ce qu'elles ont donné. Par exemple, le FRAPP a commandé des masques qu'il a offerts au commissariat de Grand Yoff, au commissariat de Thiaroye, parce que justement, nos forces de l'ordre, par exemple, pour le FRAPP, des policiers ont été envoyés pour disperser une de nos conférences de presse, mais ces policiers étaient sans masque. Nous avons été obligés, nous, FRAPP, comme l'ont fait beaucoup d'autres organisations, partout dans le pays, prendre leurs responsabilités et ne rien attendre de l'État. L'État n'a presque rien fait. Oui, les mesures économiques et sociales, quand même, j'en parlais tout à l'heure. Un fonds de 1000 milliards de francs CFA. Au plan social, il y a quand même la gratuité pour un bimestre des factures d'eau pour 670 000 ménages et d'électricité pour 975 522, chiffres précis. Est-ce que ce n'est pas une mesure forte, par exemple? Il ne faut jamais être nihiliste. Je ne suis pas nihiliste. Je dis tout simplement, et c'est ça le propre des néocolonies, ce qui est fait est tellement infinitésimal par rapport aux besoins que finalement, oui, vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites, mais ce qui aurait pu faire si nos ressources étaient gérées autrement, déjà le peu que nous avons, ensuite nos ressources naturelles, etc., au lieu de caser des clientèles politiques, au lieu de créer des institutions aussi inutiles que budgétivores, au lieu de s'attribuer 8 milliards de fonds politiques par an, rien que pour le président, 500 millions par an pour le président de l'Assemblée nationale, 500 millions par an pour le président du HCCT, etc. En réalité, c'est ça la situation. Au lieu de brader nos ressources halieutiques
aux bateaux turcs et chinois, alors que nos pêcheurs artisanaux sont assassinés dans les côtes mauritaniennes et bissau-guinéennes, etc. C'est ça le débat, c'est ça le point. Oui, le président Macky Sall fait quelque chose, mais il fait très peu. Et il ne peut pas ne pas faire très peu parce que, deux choses. Un, il permet à l'impérialisme de s'accaparer de nos ressources. Le peu qui reste, il se le partage. Ça n'a jamais été la patrie avant le parti, c'est la fratrie avant la patrie. Adrame Babou, une question relative à votre contribution éventuelle à la lutte contre la pandémie. En tant qu'agent de santé, vous l'êtes? Oui, je suis... Êtes-vous alors prêt à solliciter une audience auprès de votre ministre, c'est-à-dire le ministre de la Santé, pour montrer que vous êtes entièrement à sa disposition dans le cadre de la lutte contre la Covid-19? Vous savez, Abdoulaye Diouf Sarr sait mieux que quiconque que je suis travailleur social et que mon premier poste a été l'hôpital régional de Sédhiou, d'où j'ai été chassé parce que tout simplement j'ai fait un rapport qui a montré comment les deux premiers directeurs de l'hôpital étaient en train de cannibaliser l'hôpital. C'est même général Mamoudou Ibra Kane, je vous apprends absolument rien. Le carburant de l'hôpital était partagé. La seule boutique qu'il y avait dans l'hôpital appartenait à un dirigeant syndical et cette boutique était alimentée en électricité par mon hôpital. Même quand il y avait coupure d'électricité, et que le groupe électrogène de l'hôpital s'allumait, la boutique avait de l'électricité. Mais bon, bref. Les sanctions avaient été prises quand vous avez fait ce rapport? Quand j'ai fait ce rapport, on m'a affecté 3 fois. Les faits étaient avérés? En tout cas, j'ai écrit un rapport. Eva Marie Colsec l'a reçu. Oui. On ne m'a jamais convoqué. On ne m'a jamais donné de demande d'explication. J'ai été affecté ici à Fass, dans un local, ni eau, ni électricité, ni toilette. Même quand j'ai envie d'uriner, je vais chez les voisins. Pire. Oui. Les services de l'urbanisme sont venus et m'ont dit ce bâtiment est déclaré est un bâtiment menaçant de ruine. Et donc depuis lors, et c'est fait à dessein, je suis là. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez eu une initiative? J'ai écrit régulièrement aux différents ministres. J'ai également écrit Abdoulaye Diouf Sarr. Absolument. Dès qu'il a été élu, je lui ai écrit. Mieux, c'est un secret de polichinelle, tellement j'ai même rendu cette question-là publique pour dire tout simplement que c'était inacceptable. Alors, donc aucune contribution à la lutte contre la pandémie? En tant que professionnel, je suis marginalisé. L'État, en fait, fait ce qu'il sait faire le mieux et ça n'a pas commencé aujourd'hui depuis 1960. Et vous, qu'est-ce que vous savez faire dans le domaine dans lequel vous êtes employé? Je suis travailleur social et donc oui, il y a tout ce qui pourrait être fait sur le plan social, sur le plan psychosocial, déjà en amont et en aval de cette question-là. Mais vous savez, ce n'est pas ça la question. Regardez, on parle de ministère de la santé et de l'action sociale. Oui. Mais où est le social? Le social a été confié à son beau-frère. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que même du point de vue institutionnel, tout est fait pour faire de la politique politicienne. Nous recevons dans cette émission le jury du dimanche e-radio ITV, Guy Marius Sagna, membre du Front Frapp, France Dégage. Vous êtes aussi de la plateforme Nyolank. On vous a... Aar Li Ñu Bokk, oui, Aar Li Ñu Bokk d'ailleurs, j'avais oublié. Aar Li Ñu Bokk surtout, qui a engagé il y a quelque temps une lutte contre la hausse du prix de l'électricité. Parlons-en. Est-ce que cette mesure consistant à accorder une gratuité sur un bimestre de la facture de courant n'est pas quelque part une réponse favorable à votre combat contre la hausse du prix de l'électricité? Qu'est-ce que le président Macky Sall nous répondait à l'époque quand nous dénoncions cette hausse? Il disait oui, il y a la conjoncture internationale et que le baril, etc. Mais depuis lors, on sait même que le prix du baril, à un moment donné, a été presque négatif. Est-ce que vous avez vu le président Macky Sall baisser le prix de l'électricité? Oui, il a posé un acte, c'est celui-là que vous êtes en train de rappeler, mais nous estimons qu'il aurait pu faire beaucoup plus et nous continuons dans le cadre de nos plateformes Aar Li Ñu Bokk et Nyolank à nous battre pour la baisse du prix de l'électricité. Ce combat est toujours d'actualité? Absolument. Il est toujours d'actualité. Nous allons le poursuivre. Maintenant, sur cette question-là, on se retrouve dans des situations ridicules comme celle-ci. Je suis riche, j'ai une maison à Saly, j'y vais 2 ou 3 fois dans le mois. À cause de ma consommation, je me retrouve parmi ceux qui bénéficient de l'aide de l'État. Alors que la femme qui a acheté son frigo pour nourrir sa famille, qui vend de la glace
pour 2 mégawatts ou 1 mégawatt de plus n'est pas aidé par l'État. Donc, il faut creuser, il faut améliorer. En tout cas, si fait, cette situation que vous décrivez est réelle, les riches n'y ont pas droit parce que c'est pour les ménages qui ont des revenus quand même qui ne sont pas importants. Réalité, la tranche sociale, comme on dit, aussi bien pour l'eau que pour l'électricité. Mais la tranche sociale, elle dépend de quoi? De la consommation. Et là, je vous donne un exemple concret. C'est-à-dire que moi, si j'ai une maison à Saly et que j'y vais 2 ou 3 fois dans le mois, mais je me retrouve, d'accord, dans ma villa de Saly, dans la tranche sociale. Parce que qu'est-ce qui détermine la tranche sociale? Ce n'est pas une enquête, c'est une consommation. Donc, du coup, l'État va me prendre en charge ma facture de Saly. Alors que, comme je disais, la brave femme, veuve, avec 5 ou 10 enfants, qui achète son frigo, qui vend de la glace pour 2 ou 3 mégawatts de plus, ne sera pas aidée par l'État. Très bien. On va également parler du dossier Sénélec Akili, puisque c'est toujours dans le domaine de l'énergie de manière générale. Vous avez pris connaissance de cette affaire et quelle est votre position? Une renégociation comme l'a accepté le directeur général d'Akili, ou vous seriez partisan d'une annulation pure et simple du contrat? Le FRAPP a informé l'opinion nationale qu'il a rencontré le Sutelec, qu'il a rencontré le DG d'Akili. Adeline Bok et Nolank ont informé la presse qu'ils ont rencontré le Sutelec, qu'ils ont rencontré le DG d'Akili et qu'ils cherchent à rencontrer les autres acteurs de la Sénélec. La Sénélec, vous l'avez rencontré? Pas encore. Pourquoi? Vous en avez fait la demande ou... Aujourd'hui, tout est en cours. Le FRAPP en a fait la demande. Le FRAPP en a fait la demande. Oui. Nous n'avons pas reçu de réponse du DG de la Sénélec. Adeline Bok et Nolank également sont dans ce processus-là. On espère que ce qu'ils ont refusé au FRAPP, ils l'accorderont à Adeline Bok et à Nolank. J'ai eu la chance de rencontrer ces 2 acteurs à 2 reprises. L'une pour le compte du FRAPP et l'autre pour Adeline Bok et pour Nolank. Mais je ne peux pas en dire plus. Pourquoi? Parce que, en tant que membre du FRAPP, nous voulons privilégier l'édification d'une position de Adeline Bok et de Nolank. Parce que nous estimons que Adeline Bok et Nolank sont des instruments importants et que c'est vrai, seul on va plus vite, mais avec les autres, on va plus loin. Vous n'avez pas de position sur ce contrat entre... Personnellement. Oui, quelle est votre position? Akili, Sénélec. Oui. Personnellement, j'ai une position. Oui. Le FRAPP a une position. Mais pour l'instant... Quelle est votre position? Pour l'instant, nous nous gardons de la dire. Nous travaillons à bâtir une position avec nos organisations sœurs de Adeline Bok et de Nolank. Depuis quand Guy Marius Sagna garde ses positions comme ça? Parce que, comme j'ai dit, le peuple sénégalais a besoin d'instruments de lutte. Or, Adeline Bok et Nolank... Ce contrat, il est bon ou il n'est pas bon? J'y reviendrai avec mes camarades de Nolank et de Adeline Bok. Il défend les intérêts du Sénégal? Je vous promets que vous serez parmi les premiers à en être informés quand Adeline Bok et Nolank auront délibéré là-dessus. Les auditeurs téléspectateurs auront constaté que vous refusez de répondre à la question sur un sujet quand même qui a ils constateront suscité beaucoup d'encre et de salive. Ils constateront tout simplement que ceux-là qui ont risqué leur vie en allant au palais présidentiel pour exiger en fait la baisse du prix de l'électricité sont aussi matures pour comprendre que le peuple sénégalais orphelin devant toutes ces agressions a besoin d'instruments de lutte que sont Adeline Bok et Nolank et que oui, nous voulons aller le plus loin possible avec ces concitoyens avec lesquels nous partageons Nolank et Adeline Bok. Mamadou Lamine Biteye qui vous pose la question suivante. Pourquoi Guy Marius Sagna s'attaque toujours au régime du président Macky Sall en tant que politique ou en tant qu'activiste? Et est-ce que vous auriez des antécédents avec le président ou le gouvernement? Le président Macky Sall est certainement un bon époux, un bon père de famille, un bon voisin, un bon musulman. Ce n'est pas ce président Macky Sall qui nous intéresse. Celui qui nous intéresse, c'est celui-là que j'appelle dans une des langues nationales du Sénégal, Woyof signature, Yolom signature. C'est-à-dire celui qui signe tout et n'importe quoi. Et en général, qui ne fait que signer des choses en inadéquation avec les intérêts du Sénégal, mais pire, des intérêts même de l'Afrique. En réalité, c'est la politique du président de la République qui nous intéresse et jamais, jamais sa personne. Et là, c'est le politique qui parle ou... C'est-à-dire que... Parce que la question, elle revient souvent. Est-ce que Guy Marius Sagna est un militant politique ou un activiste tout court?
Je crois que Amilcar Cabral, qui à côté de Birane Gaye et de Hassan Samb font partie de mes références, avait dit « Nous ne sommes pas seulement ce que nous croyons être, nous sommes aussi ce que les autres pensent de nous. » Oui, je crois que les citoyens ont le droit de m'étiqueter ceci et de m'étiqueter cela. Cabral disait « Les étiquettes, ce n'est pas en fait l'affaire des révolutionnaires. Les révolutionnaires, leur rôle, c'est de préparer la révolution. Aux spectateurs de dire, de leur arborer telle ou telle autre étiquette. En tout cas, ce qui est important, c'est que quel que soit le jugement que les gens devront porter à mon endroit et à l'endroit du FRAPP, ils n'ont qu'à d'abord regarder les faits. Parce qu'un homme est une organisation, une femme est une organisation, plus que le discours, c'est la pratique. Or, il faut questionner ma pratique depuis des décennies. Il faut questionner la pratique du FRAPP. Et ce sont des pratiques en adéquation avec les intérêts des populations. Donc, nous parlions de l'électricité, l'eau, avec des manifestations qui ont eu lieu à Cap Skirring, les populations qui réclament de l'eau, une manifestation qui a été effectivement réprimée. Est-ce que vous avez suivi ce sujet, puisque vous êtes un militant des causes sociales, la problématique de l'eau dans cette région, sud du pays, mais de manière générale, quelle réflexion elle vous inspire? Je voudrais dire fortement ici, Mamadou, que je suis Cap Skirring, de la même manière que je suis Pape Sarr, Elimane Touré, Ablaye Timéra, etc. J'exprime ma solidarité totale et entière aux populations de Cap Skirring qui sont assoiffées comme d'autres populations du Sénégal, et que c'est tout simplement inacceptable que ces citoyens-là, assoiffés, soient sortis pour dire de l'eau, de l'eau, de l'eau, comme d'autres, en d'autres temps, ont pu crier du pain, du pain, du pain, et que pour toute réponse, on les a matraqués, on les a gazés. Ils ont été violemment réprimés jusqu'au sang. C'est tout simplement scandaleux. Aucun état d'urgence, aucun couvre-feu, aucune interdiction de rassemblement ne peut expliquer, ne peut justifier que le président Macky Sall réprime aussi violemment des populations qui ne veulent qu'une seule chose, de l'eau et à boire. Donc, je crois qu'il faut faire des enquêtes, qu'il faut libérer, si jamais ceux qui ont été arrêtés n'ont pas encore été libérés, il faut, j'exige leur libération, mais surtout qu'on règle la problématique de l'eau. J'avais dit ici, avant que le contrat de la SDE ne soit donné à Sen'Eau, que tous les spécialistes sérieux savent que dans les prochaines années, il va y avoir partout sur la planète Terre une guerre de l'eau, et que l'eau va être un enjeu beaucoup plus important que l'est aujourd'hui le pétrole. Et donc, oui, il faut savoir à qui confier son eau, mais aussi et surtout, c'est incompréhensible que la zone la plus humide de ce pays, que dans cette zone-là, qu'il y ait des gens qui manquent d'eau. Donc, au lieu de prendre le zircon de Niafran et de le donner à l'impérialisme, le zircon de Diogo de le donner à l'impérialisme, de prendre notre pétrole, de le donner à un bandit comme Franck Timis, il faut gérer nos ressources pour que tous les citoyens sénégalais, partout où qu'ils puissent être, aient de l'eau et de l'électricité. C'est ça, en fait, un gouvernement sérieux. C'est ça, en fait, un État père de famille, bon père de famille. Vous êtes sous le coup d'une liberté provisoire? De liberté provisoire. Oui. Oui, ça veut dire tout simplement que avant la... C'est déjà, il y a cette manifestation devant le palais présidentiel. Vous êtes agrippé au gris, ce qui vous a valu la prison. Et l'autre affaire, c'est... Oui, c'est quand ils m'ont emprisonné à Rebeuss pour la fausse accusation de fausse alerte au terrorisme. Ils m'ont sorti de Rebeuss sous liberté provisoire. Je suis sorti également du camp pénal avec une deuxième liberté provisoire. Ça veut dire qu'à tout moment, ils peuvent venir me prendre et me dire il y a des éléments nouveaux pour le premier dossier ou pour le deuxième dossier. Un peu comme ils font à mon ami et frère Barthélémy Diaz. Quand il dérange, on lui dit il faut aller au tribunal pour l'affaire Ndiaga Diouf, une sorte d'épée de Damoclès. Mais je veux que cela soit clair, Mamadou Ibra Kane. Ce gouvernement qui est incapable de donner des masques à la population ne m'attachera jamais une muselière. Je veux que cela soit clair. Aucune liberté provisoire, aucune épée de Damoclès n'empêchera les membres du FRAPP de jouer leur rôle, c'est-à-dire être aux côtés du peuple sénégalais, des peuples africains qui souffrent, qui sont opprimés, qui sont tout simplement spoliés, exploités. Sauf que certaines de vos actions sont diversement appréciées. Quand vous êtes agrippé au gris du palais,
une partie de l'opinion n'a pas compris cet acte, en disant que c'est quand même le palais présidentiel. Oui, je respecte ce point de vue, mais que voulez-vous que cela me fasse? Il faut être gentleman avec des gentlemen. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un État qui libère des trafiquants de faux billets et qui attrape des gens comme moi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un État qui fait toutes les choses qu'il serait... La liberté provisoire est prévue, n'est-ce pas, dans notre dispositif. Absolument. Juridique et juridictionnel. Absolument. Oui. Sauf que ce qu'il faut constater, c'est que nous avons un État qui fait dans le 2 poids, 2 mesures. C'est ce qu'on appelle un État de classe. C'est-à-dire que quand il s'agit des Guy Marius Sagna, des Abdou Karim Gueye, Khouroum Khar qui est en prison, etc. Et même Hassan Diouf avec ses prises de parole, des insultes, ça aussi, il faut l'accepter, le tolérer. Quel est votre Cet État est violent. Oui. Quand il s'agit de Karim Wade ou de Khalifa Sall, il est violent, Barthélémy Diaz. Mais quand il s'agit des gens de l'APR, il est complaisant. Pour Hassan Diouf, je veux que cela soit clair. Ma position est celle-ci. Je suis un disciple de ce point de vue de Cheikh Anta Diop qui disait Deug bo ca bolé saga da ngay wàññi doole ja. Manam, une vérité, quand vous y mêlez des injures, vous réduisez sa force. Je ne pourrai jamais cautionner des insultes. Mais vous Mamadou, n'êtes pas en phase avec Hassan Diouf de ce point de vue. Sur les insultes, vous êtes en phase ou pas en phase? Je crois que je suis clair. Même les criminels ont des droits. C'est pas parce que Hassan Diouf a injurié, ce qui est inacceptable, ce qui est scandaleux, ce que je ne tolérerai jamais, ce n'est pas parce qu'il a injurié qu'il doit faire l'objet de violences policières. C'est tout simplement inacceptable. Parce qu'il faut éduquer les peuples par la pédagogie de l'exemple. Vous ne pouvez pas dire que Hassan Diouf a insulté, ce qui est inacceptable, ce que je ne défendrai jamais. Et en même temps, vous, quand vous vous comportez vis-à-vis de Hassan Diouf, vous ne respectez pas la loi. On prend une minute pour revenir sur la relation entre la France et l'Afrique, notamment la mort annoncée en tout cas du franc CFA et son remplacement prochain par l'ECO, même s'il n'y a pas d'agenda précis de chronogramme. L'ECO qui devrait remplacer le franc CFA, vous applaudissez, oui, maintenant on a dégagé la France, ou c'est quoi? Quel est le sentiment qui vous habite? Les peuples africains ont élu Ibeka, Omar Bongo Biya et le président Macky Sall. Ils n'ont pas élu Macron. Pourquoi est-ce que ce serait le Conseil des ministres français qui nous informe de ce qui va se passer? C'est à quoi j'aspire, moi, Guy Marius, nous du FRAPP, c'est que le Conseil des ministres sénégalais nous dise quel est le plan d'action pour arracher la souveraineté monétaire, que le Conseil des ministres malien, togolais, béninois en fasse pareil. Je ne souhaite pas que l'Assemblée nationale vote le projet de loi proposé par le Conseil des ministres peu manchot. Ce qui m'importe. Pour l'ECO, la France va rester le garant financier. Ça, on l'a entendu dans le communiqué de l'Élysée. Qu'attendez-vous aujourd'hui de ces pays africains? Nous avons dit la France n'a qu'à sortir de nos affaires monétaires. En termes policiers, on aurait dit Frexit, France exit. Mais nous avons dit tout simplement pour la souveraineté monétaire, France dégage. Nous pensons qu'enfin, aujourd'hui, il doit être venu le temps de consulter les peuples africains. Pourquoi ce serait seulement les autres peuples pour lesquels on organiserait des référendums pour savoir s'ils veulent entrer ou non dans l'euro? Nous voulons des débats nationaux sur la monnaie. Absolument. Dans l'espace. Vous êtes en train de me marcher sur la langue. Oui, le FRAPP propose l'organisation de référendums dans tous nos pays pour qu'enfin... Sur l'ECO. Sur la monnaie. La monnaie. Voilà, pour qu'on dise qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, qui va contrôler la monnaie. C'est fini. Guy Marius Sagna, je rappelle que vous êtes membre du mouvement France Dégage, également de la plateforme ou des plateformes Arli Bok et Nyolank Nyobany. Vous étiez l'invité du jury du dimanche, iRadio, ITV, présenté avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. Merci à toute l'équipe technique iRadio, ITV, mais aussi pour les réseaux sociaux Biram Pouy, Mamadou Diagne, le site Immédia SN, Pabdoudou Diallo à la photo, le site qui vous fera le plaisir de vous faire le compte-rendu de votre émission. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.